à tous et toutes et bienvenue dans ce vlog qui se concentrera sur Alita Battle Angel, produit et écrit par James Cameron entre autres et réalisé par Robert Rodriguez, le réalisateur de Spy Kids et de Sin City et de plein d'autres films et de films en collaboration avec Tarantino, avec les films Grindhouse par exemple, avec Planète Terreur. Alita Battle Angel est un manga ou un animé à l'origine qui s'appelle Ganmu, qui existe depuis les années 90 et je crois que ça fait depuis les années 90 que James Cameron essaye de l'adapter en film et il vient de réussir du coup à l'adapter en le confiant à Robert Rodriguez. Et il a adapté les deux OAV qui existaient jusque-là, qui adaptaient donc l'histoire du manga en animé. L'histoire, c'est qu'on suit Alita, une cyborg jouée par Rosa Salazar, qui est réparée par Ido, un réparateur de robots joué par Christophe Waltz, qui la retrouve dans une décharge. Cette décharge étant l'endroit où la cité qui flotte au-dessus de la ville, Zalem, déverse tous ses détritus depuis des années et des années, depuis pas loin de 300 ans. Et donc Alita, réparée, va découvrir ce monde, cette ville taudis qui existe et qui vit en fait au-dessous de cette plaque géante. Et elle va devoir donc commencer à faire sa vie en affrontant les dangers de la ville, parmi lesquels les voleurs d'organes. Elle devient chasseuse de primes d'ailleurs pour essayer de les éradiquer. Et elle va aussi découvrir le motorball, qui est un sport extrêmement dangereux pratiqué par des robots, qui serait la seule et unique possibilité pour accéder à Zalem quand on vient de cette ville taudis, de la ville du dessous, et c'est le seul moyen d'arriver à la ville du dessus, c'est de devenir un robot et de gagner les concours les parties de motorball. Le film est super réussi et très sympa. J'ai besoin, cela dit, de vous faire un petit background avant d'aller plus loin dans mon avis à moi. Ganmu, c'est un des animés japonais qui a été le plus marquant dans ma vie. C'est le premier animé japonais que j'ai vu de ma vie. Quand j'étais très jeune, il y a une collection qui sortait, qui vendait un magazine avec une cassette VHS vendue en même temps. La plupart d'entre vous savent peut-être même pas ce qu'est une VHS maintenant. Quoique il y a beaucoup de trentenaires qui me suivent, donc je pense que vous devez savoir ce que c'est. Et donc j'avais découvert les animés à travers cette collection qui s'appelait Manga Mania. Et le premier tome, c'était Ganmu et Street Fighter 2, le film. Ça a été un léger choc, évidemment, vous imaginez bien, parce qu'en plus Ganmu, c'est pas l'animé le plus soft qui existe au Japon, surtout dans les années 90, ils aimaient bien avoir un côté bien edgy et bien sanglant, c'était très connu à cause de Urotsuki Doji, Akira et de trucs dans ce genre-là, et Ganmu avec ses chiens saucissonnés, par exemple, par un robot, etc. C'était des trucs assez marquants quand même, quand t'es assez jeune et que tu découvres ça, et que tu découvres tout l'univers. La cassette, je l'ai limée jusqu'à la fin de la bande magnétique. J'ai vu cet animé, je sais pas combien de fois. Et du coup, comment dire? Cette histoire, je la connais un tout petit peu par cœur, quoi. Et ça m'amène au point principal que je voulais traiter avec ça. Ça va être bon. Donc le film est génial et j'ai beaucoup apprécié et c'est une très bonne adaptation. Et c'est là le point que je veux faire. Du coup, toutes les émotions qu'il y a à ressentir dans cette histoire, je les ai déjà ressenties dans l'OAV et je les ai beaucoup moins ressenties dans le film. C'est pour ça qu'il faut pas gueuler quand les adaptations sont pas extrêmement fidèles à l'original. C'est une étape qui est un peu obligatoire quand on passe d'un support à l'autre, de modifier un petit peu certains éléments de l'histoire pour que même les personnes qui connaissent cette histoire puissent revivre ces émotions et puissent les vivre un peu différemment ou puissent les vivre correctement, on va dire. Et donc c'est un peu le problème, c'est que le film est vachement bien fait, et si je connaissais pas les OAV avant, je pense que ça aurait été une des plus grosses claques que j'ai prises dans ma vie. Mais là, pour le coup, je connais parfaitement cette histoire, et du coup, ça m'a beaucoup moins marqué quand les choses se produisaient dans le film. Il y a quelques petites modifications qu'ils essaient de faire dans le film par rapport à l'histoire d'origine, notamment ils réunissent beaucoup plus le rollerball, le motorball, pardon, parce que c'était pas du tout présent dans le premier OAV. Mais même ce qui a été changé est pas suffisamment changé pour apporter quelque chose de plus marquant, de plus impactant, ou permettre de revivre la scène de façon plus intéressante. Par contre, c'est très très cool de voir des scènes qu'on a vues pendant des années faites en animé et de les voir enfin passer en mode réel, quoi. Je pensais pas par exemple que l'arme de Ido passerait aussi bien en réel, quoi, parce que dans l'animé ça faisait vraiment arme d'animé, quoi. Je veux dire une masse avec un réacteur derrière pour la projeter, quoi. Ça fait un peu énorme, mais finalement dans le film ça passe super bien et c'est super cool. Donc voilà, c'est le petit problème que je vais avoir, c'est j'ai pas pu vivre le film à fond parce que je l'ai déjà vécu, ce film. C'est depuis 30 ans, quasi, quoi. Donc, j'ai 30 ans, donc ça fait pas 30 ans, mais je l'ai vécu depuis très longtemps. Je les ai vécues depuis très longtemps, les émotions de ce film, et donc, du coup, voilà, je les ai pas revécues à fond en voyant le film. Mais, le film est extrêmement bien foutu, et il y a plusieurs points qui permettent à ça de fonctionner, notamment une question de réalisme assez générale.
Le film a eu droit à une extension, en principe il devait sortir l'année dernière en 2018, et finalement il sort que là en 2019, parce qu'il a eu le droit de finir sur des effets spéciaux, de les fignoler, droit qu'avait aussi eu Jupiter Ascending, ce qui ne l'avait pas forcément servi au final, mais enfin les effets spéciaux aussi, mais ça n'a pas servi à son succès en salle. Pour Alita Battle Angel, ça l'a aussi beaucoup servi au niveau des effets spéciaux. Il faut savoir que c'est quand même très rare aujourd'hui d'avoir des films et même des blockbusters qui finissent correctement leurs effets spéciaux avant de les sortir. Vous imaginez pas à quel point les développeurs d'effets spéciaux sont ce qu'on appelle en charrette. Ça vient des études d'architecte. Parce qu'à la fin des études d'architecte, il y avait une charrette qui dépassait et on déposait son devoir, son travail, quoi, son contrôle d'architecte dans la charrette avec les plans et ces machins. Et donc être charrette, ça veut dire finalement en fait finir son devoir dans la charrette avant de déposer le rouleau. Donc c'est juste pour dire, ils galèrent quoi. Ils galèrent à réussir à sortir leurs effets spéciaux en temps et en heure. Souvent ils sont retravaillés un petit peu à la fin. Donc là décider, en fait on va prendre 6 mois juste pour finir toutes les passes de rendu sur toutes les scènes et sur tous les plans. Et putain, ça fait toute la différence, quoi, parce que, mon Dieu, le rendu et la qualité du film est dingue. C'est le film de Robert Rodriguez qui a le plus de gueule de toute sa filmographie. Même Sin City était trop esthétisé pour avoir de la gueule, véritablement, il a de la gueule parce qu'il est esthétisé, mais en termes de réalisme, et en termes d'effets spéciaux, et de ce qu'on crée avec ces effets spéciaux, il a jamais été aussi loin. C'est pas Spy Kids qui aurait donné ces rendus-là, par exemple, mais Spy Kids, c'est un projet tout à fait différent, c'est un truc où il veut vraiment s'amuser. Mais là, pour le coup, il y a vraiment un côté réaliste extrêmement bien travaillé, avec la ville, évidemment, qui est gigantesque, qui regorge de vie, surtout. C'est animé de partout, il y a des gens partout, ils ont créé des habitants dans tous les coins, tu sens que la ville grouille et est très vivante, quoi. Mais surtout, par exemple, toutes les armures qu'il y a et tous les trucs en métal, tous les robots qui ont des vrais visages, mais qui ensuite ont des exosquelettes et ont des armes différentes, etc. Tout ça, c'est vraiment super bien fait. Il y en a une qui passe un petit peu bizarrement, une nana un peu araignée avec des lames à la place des bras. Il y a un ou deux petits moments où ça faisait un peu moins réaliste, mais c'est plus le mouvement, je pense, qui faisait pas réaliste. Mais par exemple, les armures de Gali. Ah merde, ça y est, je savais que ça allait m'échapper. Parce que moi je la connais pas en tant qu'Alita, l'héroïne. Moi je la connais en tant que Gali. Gali c'est son nom en principe dans l'adaptation française. Je sais pas si c'est le nom en japonais aussi. Mais du coup moi je la connais en tant que Gali. Donc ça peut m'échapper, des petits Gali à la place d'Alita de temps en temps dans le blog. Excusez-moi d'avance. Mais donc oui, les armures de Alita sont incroyablement détaillées, incroyablement réalistes. La deuxième je la trouve un peu moins intéressante. Mais la première en particulier, celle que Ido avait créée pour... quelqu'un d'autre, je vais pas vous le dire, parce que si vous avez pas vu le film, je vais pas vous spoiler le truc. Mais du coup, l'autre armure qu'il lui avait donnée, elle est sublime, quoi. C'est une magnifique armure avec des petites gravures un peu partout et des enluminures, avec des petits dessins et des petits trucs. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et je dis ça pour elle. Je vais revenir un tout petit peu avec un autre point sur le réalisme. Mais il y a un autre personnage. Ils ont vraiment développé, du coup, le côté robot et l'univers qu'il y a dans ce film-là. Et notamment, il y a certains robots qui sont très customisés et qui sont customisés pas forcément au niveau technique, mais aussi au niveau esthétique. Il y en a un, par exemple, qui, partout dans le dos, a des espèces de tableaux Maya et de roues, et il y a un visage en plein milieu de sa colonne vertébrale et tout. Enfin, ça rend super classe et c'est super beau, en fait. C'est vraiment, et tu sens, du coup, le truc c'est ça qui est important, quoi, qui vaut de l'argent, qui est important à cette époque-là, c'est les robots, quoi. Du coup, je trouve que ça passe vachement bien, et cette transition-là de l'animé au film est vachement intéressante parce que tu peux pas aller dans ce degré de détail avec l'animation à la main. Tu peux dessiner vite fait quelques enluminures sur un bord de bras ou un truc dans ce genre-là, mais pour les animer ensuite image par image, c'est quand même un méga bordel. Donc ce degré de détail, ce degré de réalisme, ce degré de travail sur les corps et le métal des robots, il vient du film et il est vraiment extrêmement bien fait. Il est aidé par un autre point qui déborde sur le tournage réel, donc c'est pour ça que je le mets un peu plus loin, le travail de la lumière dans ce film. La lumière est incroyablement travaillée, et je crois que c'est justement un peu ce qu'il essaye de faire, Rodriguez. C'est probablement un de ses films les plus réalistes à effets spéciaux qu'il ait fait, et je crois qu'il a vraiment envie de travailler son truc et de faire je vais faire mon plus beau film à effets spéciaux réalistes. Et donc du coup, il y a ce travail des lumières qui est extrêmement beau, et au niveau donc des effets spéciaux et des armures, il y a cette scène au tout début où Alita découvre son corps, et elle découvre donc toutes ces articulations, les scènes sont dans la bande-annonce, hein, et elle découvre toutes ces articulations, et ces articulations sont semi-transparentes, et donc vous avez le soleil qui passe à travers l'articulation, qui est bloqué par le métal, mais qui en même temps laisse passer le reste de la lumière sur le côté. Donc elles sont semi-translucides et semi-transparentes, l'effet est magnifique. Ce travail de la texture et de la diffusion de la lumière et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce bras, enfin vraiment c'est sublime et c'est magnifique. Et tout le film, en fait, comme ça, va travailler les lumières, notamment pour essayer de travailler quelque chose d'assez réaliste. Par exemple, il va y avoir une scène où Alita est dans son lit la nuit, elle voit Ido passer parce qu'il va faire certains trucs. Si vous n'avez pas vu l'histoire, je ne vous le dis pas.
Et il va créer le contraste entre la lumière du couloir qui est très chaude et qui du coup est jaune, un peu orangée même, qui arrive sur le visage de Alita, alors que tout le reste de sa chambre est éclairé par une lumière de nuit qui elle est assez bleue. Ce travail des lumières très organiques est quelque chose qui donne du coup un sentiment extrêmement réaliste et extrêmement concret quoi. La façon d'avoir des halos de lumière, la façon dont ça se reflète, il y a un plan qui est magnifique, un plan de nuit où il y a une nana qui va se faire agresser dans la rue parce que donc il y a des mecs qui te pourchassent pour arracher tes membres et te les voler. Elle est dans une rue entièrement noire, entièrement sombre, c'est de la brique, il a plu donc évidemment il y a des reflets de lumière partout. Et quelle lumière est reflétée? Une lumière bleue, mais bleu, c'est du néon je pense, il doit y avoir un néon dans le coin. Et du coup ça fait une lumière qui est extrêmement étrange mais très belle également quoi. Tout baigne dans le bleu, tout en étant principalement vu dans les réflexions qui sont dans l'eau mouillée et les murs mouillés, et en même temps il y a quand même ce bleu ambiant dans tout le truc, enfin c'est magnifique, au niveau de la lumière c'est assez magnifique. Il y a des ciels rougeoyants, jaunes, dorés, des trucs vraiment très beaux. Enfin, il y a un travail vraiment de la lumière globale dans ce film qui est assez bluffant et assez impressionnant. Un petit truc d'ailleurs qui est assez rigolo. Bon, il y a un travail du noir évidemment aussi profond puisque le truc est assez sombre. C'est une ville taudis, hein, c'est une ville où il se passe des trucs qui vont mal. Et il y a des scènes entières, notamment la première scène où Ido sort. Bon, déjà, avec le look au chapeau, etc. Et les endroits où il suit la nana qu'il est en train de poursuivre dans la rue, ça a l'air totalement tiré de Dark City, qui est un de mes films préférés également, et qui contenait également dans son casting Jennifer Connelly, une des actrices que je préfère de Hollywood, mais qui n'a quasi plus de travail depuis les années 90. J'en suis déprimé parce que j'adorais cette nana et elle joue super bien. Et là, en plus, elle joue le rôle de Shiren, j'allais dire Chimène. Le rôle de Shiren, qui est un des personnages que je préférais le plus dans l'histoire. Et du coup, Jennifer Connelly et les échos à Dark City en plus dans la mise en scène et dans les environnements, c'était rigolo, quoi. Ça me fait des petites visions de trucs que j'aime bien. Alors du coup, pour finir sur un petit aparté, les histoires entre les personnages sont toujours aussi intéressantes. Ido, j'adore ce personnage. J'adore le personnage de... comment ils l'ont appelé du coup dans celui-ci? Hugo. Je sais plus s'il s'appelait Hugo dans l'OAV. Parce que ça me dit quelque chose, mais ah là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, même si je l'ai tanné le truc, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu, donc il y a un ou deux noms que j'ai un peu oublié. Est-ce qu'il s'appelait Hugo? Il me semblait qu'il avait un autre nom. Bref, il est aussi adorable et appréciable que dans l'animé. Un tout petit peu moins cela dit parce qu'il disparaît un tout petit peu à un moment du scénario, mais il a vraiment, c'était le personnage de Hugo, oui, m'avait vraiment capté dans l'OAV. C'est peut-être un des personnages qui m'a rendu gay en premier. Il était tellement mignon. Non, c'est Atreyu qui m'a rendu gay dès le début, dès l'enfance. Mais non, il était tellement mignon et adorable. Il avait un grand sourire comme ça. Vous savez, c'est le personnage japonais qui avec toujours une joie de vivre et en même temps un profond passé de torturé ou alors quelque chose qu'il est en train de faire à côté qui est très torturé, qui est horrible, etc. Les Japonais adorent travailler sur ce genre de dichotomie et il rend du coup tout assez bien. Comment il s'appelle l'acteur qui le joue? Kian Johnson, mignon physiquement et adorable dans le scénario, donc ça passe super bien. J'ai retrouvé tous les personnages que j'aimais dans la série en fait. Alita, je la trouve toujours aussi cool, aussi forte et aussi intéressante. Par contre, le côté tu as commis une erreur, tu m'as sous-estimé, et je suis là pour qu'on se batte, et puis qu'on se batte. Ah là là, le discours un peu trop américain, là, pour le coup, on va se battre pour se libérer, et machin, et je me bats contre le mal. Ouais, c'est bon, ta gueule. mais bon, c'est quand même le personnage que j'apprécie. Donc vraiment, au niveau de tous les... comment s'appelle le méchant, déjà? Vector. J'aime beaucoup Vector aussi. Pour Vector, ça va permettre de refaire la transition sur ce que je voulais dire à la base, avec aussi tout le travail de réalisme, d'adaptation, etc. Il y a juste un petit défaut, c'est que c'est un film américain, blockbuster, donc qui doit faire le plus d'argent possible, donc être montré au plus de gens possible, donc on va éviter de le faire interdit aux moins de 16 ans. Et je vous avoue que Ganmu sans sang, il y en a quand même, hein, il y en a un petit peu, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Alors je pense à ça avec les personnages parce qu'il y avait une scène par exemple avec Vector où on voyait qu'il couchait avec une nana, je vais pas vous le dire si vous n'avez pas vu le film, et je me souviens encore du plan où on le voyait en train de lui sucer un sein et tout le bordel. C'était, enfin voilà, il y avait du sexe quoi, on montrait clairement qu'il y avait du sexe. Là, la seule façon que t'as de voir que ces deux personnages couchent ensemble, c'est que la seule scène où tu les vois, ils sont dans le lit. Mais même la nana, elle est beaucoup trop habillée pour que t'aies vraiment l'impression qu'ils viennent de finir du... Bon, elle est dans le lit, donc évidemment, le lien se fait, mais ça va quand même moins loin à ce niveau-là, au niveau physique. Ça va aussi moins loin au niveau gore et au niveau sanglant, quoi. C'est-à-dire que le chien qui se fait hacher, découper avec la main, etc., tu le vois pas.
Du tout. C'est hors champ. Elle se baisse, elle récupère le sang et elle se met ses petites lignes sur le côté, mais tu vois pas le chien. Ce qui enlève un petit peu du truc, quoi. C'est aussi ça qui faisait que Ganmu était aussi marquant et aussi prenant, c'était que il y avait cette violence atroce qui t'était envoyée sur la gueule et qui était ultra sanglante, quoi. Et tout le côté vol d'organes était 1000 fois plus intéressant dans l'animé parce que enfin, il manque ça, quoi. Il manque une scène où tu vois un mec avec une hache en train de donner un énorme coup et ensuite de ressortir une colonne vertébrale, quoi, parce que tu fais... Ah, c'est le but, quoi. Ils veulent des organes. Là, en fait, on a vraiment l'impression que le robot, il y a que les cerveaux qui sont humains, en fait, ou peut-être leurs yeux, limite, mais on voit plus de fils et de mécanique et de machin genre là. Il y avait ce côté de mixer le corps humain avec le corps mécanique qui était quand même vachement intéressant et vachement malaisant, quoi, à la base dans le truc, et qui là, je trouve, a un peu disparu, quoi. Donc c'est un petit peu énervant. C'est le petit truc qui m'a saoulé, c'est qu'ils ont retiré ça. Après, ils ont pas retiré certains trucs qui étaient essentiels à l'histoire. Par exemple, pour ceux qui ont vu l'animé, ce qui se passe vers la fin avec Hugo. Voilà, vous savez ce que c'est. Et notamment la façon qu'a Alita d'agir là-dedans. Si vous avez vu l'animé, vous le savez. Moi, c'est un des trucs qui m'avait le plus marqué aussi à l'époque où j'avais vu le truc, parce que je l'avais absolument pas vu venir. C'est ça qui était dingue, tu regardais Ganmu qui était... Putain, mais d'où ça sort cette idée? C'est génial, putain, c'est ouf! Et donc voilà, et c'est ce que je n'ai pas pu vivre avec ce film-là. Mais donc, ça, pour le coup, ils l'ont conservé. Ils ont conservé tout ce qui était un peu gore et un peu violent dans ce qui est lié au robot uniquement. Tout ce qui est sang, ils l'ont un petit peu mis de côté. Donc c'est un petit peu ça qui m'ennuie, c'est avec ce travail de réalisme et ce travail pour essayer de faire quelque chose de plus concret, de plus terre à terre, retirer le sang à ce point-là me paraît moins intéressant. Mais bon, ça reste quand même très bien fait. Et les scènes d'action en général sont absolument dingues, elles sont absolument ouf, et très bien chorégraphiées, très bien filmées, avec des caméras qui rentrent un peu dans tous les sens et qui permettent de vivre l'action vraiment en plein milieu et qui permettent aussi de voir les choses avec des ralentis, etc. Donc vraiment au niveau des scènes d'action en elles-mêmes, il n'y a rien à dire, mais voilà, ça manque un petit peu de sang, un peu d'hémoglobine. Le petit truc qui m'ennuie, c'est que donc, finalement le plus gros truc qu'ils ont ramené dans cette histoire par rapport aux autres histoires, le motorball. Je suis navré, hein, j'ai vraiment un problème avec tous les sports qui existent au monde, et même les sports de fiction, mais je m'en bats les couilles du motorball, et je comprends pas pourquoi c'est aussi important que ça dans l'histoire. Ils rendent ça important avec le truc avec Zalem, mais s'ils pouvaient supprimer ce truc-là de Ganmu, je m'en porterais tellement mieux. La première fois que j'ai découvert Ganmu, je savais pas qu'il y avait ce truc là-dedans, et après j'ai appris que c'était presque le truc que tout le monde retient de Ganmu par rapport au reste, et je me suis dit, mais c'est nul, enfin c'est juste un sport de merde avec des gens qui se courent après et qui se tirent dessus et qui pour se passer une balle. C'est du foot encore plus con, parce qu'il y a qu'une seule direction dans laquelle aller, donc c'est quand même débile. Enfin je déteste ce genre de truc. Le seul sport que j'aime au monde c'est le blitzball dans Final Fantasy X. C'est le truc qui ne peut absolument pas exister. Mais sinon, enfin qu'est-ce que c'est nul, on s'en bat les couilles de ce sport à la con, enfin bon bref. Ils font ça pour du coup que le film ait ce côté très action et très sport, etc. Et très sympa, mais bon, bref. Un petit point qui est intéressant, c'est de montrer... Il y a tellement de gens qui sont persuadés qu'on a commencé ces années à faire des femmes qui ont du pouvoir et qui sont importantes dans les histoires, etc. Moi justement, vous voyez, les premiers trucs que je regardais quand j'étais petit, c'était déjà des trucs avec des femmes de pouvoir, quoi. Je regardais Sailor Moon quand j'étais petit et je regardais Ganmu aussi. Donc du coup, le côté femme qui arrive au pouvoir... Ça me marque pas trop, mais tu sens que c'est un truc qui est quand même travaillé dans le film et qui est intéressant parce que au tout début, Gali change de corps à certains moments, c'est un robot, hein, c'est un peu le principe. Enfin, c'est pas le principe, mais c'est qu'elle peut le faire. Et en fait, au tout début, quand elle est découverte par Ido, elle est vachement habillée comme une adolescente ou comme une enfant. Elle a des costumes pastels, elle a un petit haut rose à un moment, des trucs qui sont clairs, colorés, etc., etc. Et en fait, au moment du film où elle gagne son nouveau corps, elle devient adulte, et les personnages disent même clairement, elle est peut-être un peu plus vieille que ce que vous croyez en fait, ce qui me paraît un commentaire un peu improbable, parce que c'est vraiment basé sur le symbole uniquement, parce que le robot il a 300 ans, il a 300 ans quoi, c'est fini, point. Et effectivement, du coup, quand elle a ce nouveau corps, elle est un tout petit peu plus grande, et tu sens qu'elle devient adulte. Le corps est moins délicat, il est plus métallique, plus fort, et une fois qu'elle s'habille plus qu'avec des vêtements sombres et des trucs assez noirs, etc. Donc du coup, tu sens que c'est un peu l'abandon de l'enfance pour passer ensuite à l'âge adulte et devenir la femme et une femme de pouvoir, donc pour le coup en plus. Mais contrairement à beaucoup de films qui font des gros défauts à traiter ce genre de personnages, les mecs servent encore à quelque chose dans ce film-là, et sont toujours intéressants et ont toujours des trucs sympas, même s'ils sont couards et lâches par moments, ils ont quand même des qualités qui leur permettent d'avoir une certaine rédemption, donc
c'est bien traité. Donc voilà, j'ai rien de négatif à dire sur ce film, à part que bah, je l'ai déjà vécu il y a 15 ans ou 20 ans ou un truc dans ce genre-là, mais du coup c'est plutôt un bon commentaire par rapport au film, quoi. Ça veut dire que le film a bien travaillé, a bien fait son boulot, et c'est Ganmu, c'est Alita Battle Angel. C'est une très bonne adaptation, très fidèle, trop fidèle à mon sens, mais très fidèle, extrêmement bien réalisée, des effets spéciaux aux petits oignons, des scènes d'action assez cool. Je regrette juste l'absence de sang. Un petit défaut sur la 3D, que je trouve assez plate et pas très utile, donc si vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille pas forcément les séances en 3D, encore moins que les séances 4DX, mais les séances en 3D, c'est pas obligatoire, quoi. Si vous pouvez le voir en 2D, je pense que c'est largement suffisant, parce que y a pas assez d'effets 3D intéressants, il y a un moment une nana qui met deux lames vers une caméra, mais à part ça, c'est... Ouais, de temps en temps des trucs devant, des trucs derrière, mais la 3D en elle-même est pas très utilisée. Venant de Robert Rodriguez, qui a fait Spy Kids 3D et tout le bordel et qui a participé à développer le cinéma 3D. Il a fait un des premiers films numériques 3D. Et là, la 3D, pas très utile ni très visible. Donc bon. Mais c'est vraiment chipoté, quoi. C'est sur pas grand-chose. C'est un très bon film et je vous encourage absolument à aller le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!